Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pourquoi aujourd'hui on se retrouve sur le site de la Marly Gravel Race qui est mon objectif de la saison? Eh bien tout simplement parce que on va dans cette vidéo échanger avec mon entraîneur pour voir si cet objectif n'est pas trop ambitieux, si c'est un objectif que je peux atteindre, pourquoi la course me convient particulièrement plutôt que d'autres courses. Donc après cette brève introduction, c'est parti. Ouais, du coup, l'objectif, c'est la Marly Gravel Race le 10 mai, si je dis pas de bêtises, que j'ai déjà fait l'an dernier. Donc, c'est une course à peu près sur un ratio dénivelé de 100 mètres au 10 km, parce qu'il doit y avoir 150 km entre 1500 et ouais, 1007 de D+. Donc, on est sur une course quand même plutôt vallonnée, parce qu'il y a des courses de gravel très plates, et il y a des courses de gravel en montagne, voire haute montagne, mais elles sont plus rares en UCI. Il n'y en a qu'une ou deux à ma connaissance en Europe. Donc on est plutôt sur un profil quand même qui va plus me correspondre que par exemple la course de Turnhout en mars, où on est sur 140 bornes, 200 mètres de D+. Hmm. Euh, Ça, c'est une course de grosses cuisses. Donc du coup, l'objectif pour moi, ça serait de me qualifier en championnat du monde et championnat d'Europe en élite. Donc j'ai vu que c'était une FTP. J'estimais qu'il fallait que j'atteigne une FTP d'à peu près 330 à 350 watts minimum pour jouer la qualif. Bon, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça du coup? Bah, honnêtement, déjà, le profil, c'est vrai que le profil te convient mieux, d'autant plus que là, tu es en pleine phase on va dire de cut au niveau du poids. Donc, avec le rapport poids-puissance que tu as, tu seras plus avantagé. Après, en mai, je, je- en fonction de la météo aussi, ça peut avoir un impact en fonction du vent. Je ne connais pas à 100% le climat sur place, mais ça vaut peut-être le coup d'optimiser la stratégie par rapport à ça. Mais ouais, voilà, ça reste du chemin. C'est pas ultra technique, donc tu seras pas limité à ce niveau-là, et en même temps, tu peux faire parler tes qualités. Donc ouais, c'est un objectif qui est ambitieux, mais en même temps, au vu de ton volume de travail jusqu'à présent et de ta progression, c'est largement, à mon sens, c'est envisageable. Ouais, effectivement, c'est pas la course la plus technique. L'an dernier, début juin, j'avais fait Aaren en Allemagne. Et alors, elle n'était pas forcément plus technique sur le papier, sauf qu'on s'est tapé un orage de grêle sur la ligne de départ quand on attendait dans les sas. On arrivait dans les sous-bois. En fait, c'était du cyclocross, mais littéralement. C'est-à-dire que l'orage, il avait été tellement intense, et il y avait eu de la flotte aussi, que on arrivait dans les sous-bois. C'était vraiment. Fallait que tu trouves ta trace dans la boue, sauf que le problème, c'est qu'en cyclocross, t'arrives à 15, ça fait beaucoup là-dedans. Là, on arrivait à 50 peut-être, et c'était un foutoir sans nom. Là, des passages comme ça, il y en a moins, parce que déjà, c'est plus des chemins gravel, au sens où on l'entend plutôt poussiéreux, plutôt avec de la caillasse. Et puis, on est sur des chemins principalement découverts, et une majorité de gravel pour autant, donc je pense que ça va être intéressant. Après, le gros truc qui va faire mal, je pense, c'est le départ au pied du Coberg. Coberg, on est Mm. sur à peu près 1 kilomètre à ouais, 6%, 5-6%. Et le truc qui peut être difficile aussi, c'est que comment je vais gérer l'échauffement, parce que en élite, on est beaucoup moins, on est entre 100 et 200 en général au départ des courses, donc je pense qu'on peut arriver plus tard dans le sas, mais j'ai jamais fait l'expérience. Alors qu'en amateur, tu arrives 1 heure avant dans le sas, il y a déjà plus de place, donc en fait, tu peux pas, ça sert à rien que tu t'échauffes, ou alors tu t'échauffes 1 heure et demie avant, mais tu as le temps de Mm. te refroidir. Donc là, ça va être le gros point qu'il va falloir qu'on discute, parce que mine de rien, est-ce que je vais voir aussi, ça va me permettre de faire comme je vais faire une autre manche de Coupe du Monde de gravel avant, je vais voir un petit peu ce que ça donne le sas. Est-ce que je peux arriver une demi-heure avant et avoir une place correcte? Parce que mine de Mm. rien, 150 coureurs, c'est peu, mais si ça casse assez rapidement, ta course, elle est déjà vachement entamée, quoi. Ouais. Parce que Bah derrière, là, en fait, ouais, bah, à mon sens, vraiment, faut vraiment se dire all-in sur le départ. Genre vraiment, parce que c'est tellement là, sinon c'est un coup d'arrêt et après tu vas subir toute ta course. Et c'est ouais, l'objectif c'est vraiment d'être placé, d'être dans les roues, de tout donner sur cette phase-là. Et après, dans tous les cas, tu as tes qualités d'endurance qui sont présentes et qui te permettront de tenir le plus longtemps possible. Donc, moi, c'est vraiment, ouais, ça demande d'avoir vraiment une stratégie pour l'échauffement et peut-être même nutritionnelle, tu vois, pour être bien ouais, ce petit moment, quoi. pour avoir déjà ouais, le pic de forme limite au début, parce que ouais, effectivement.
gravel, ça rappelle un peu les courses longues en VTT, où ça part à bloc. Et puis Hmm. après, c'est la technicité et le reste d'endurance qui fait Ouais, le boulot, quoi. Parce que quand tu es fatigué, forcément, la technicité de la course, elle augmente pour le même parcours. bien sûr. Donc ouais, moi, ça me rappelle un peu le VTT, effectivement, les courses longues de VTT, type VTT marathon, tout ça, Hmm, où hmm. tu fais des courses de 2-3 heures, ou même les randos VTT, parce que ça existe encore pas mal par chez nous dans le nord de la France, parce qu'il y a moins de courses VTT maintenant qu'il y a du cyclocross, qu'il y a du gravel et tout. Mais Hmm. typiquement, les randos VTT, souvent, ça part à bloc, puis tu les perds. Ça se démarque pas par l'avant, ça se démarque par l'arrière, en fait, Ouais, contrairement à c'est une ça. course sur route, ouais. Hmm, Ouais, hmm. ouais. Donc, euh, donc, ouais, pas mal de points de préparation. Et du coup, parlons entraînement. Euh, Quel est l'objectif de mon entraînement à venir? Bon, tu l'as vu, tu le connais, l'entraînement. On l'a discuté. Du coup, quel est l'objectif principal? Quels sont les points que je dois le plus travailler? Quels sont les points que je dois le plus travailler? Bah, globalement, ce qui se passe, c'est que et c'est dans la logique de ta saison, hein, qui est cet objectif-là ou non, mais tu avais un premier gros bloc qui était quand même vachement polarisé, on peut le dire, hein, donc un gros volume à basse intensité et un volume, on va dire, assez restreint à plus haute intensité. Et, l'objectif, c'est de converger vers cette allure de course, mais qui au final, et ça c'est la nuance, est une double allure de course, c'est-à-dire que il faut préparer à la fois l'allure moyenne, mais sachant que la moyenne, ça va être un gros pic au départ, sûrement un petit creux ventre mou après, et peut-être après retrouver un, un rythme de croisière supportable le plus longtemps possible. Donc il y a cet enjeu-là, mais globalement, ouais, c'est se rapprocher de l'allure de course, travailler cette résistance et en même temps euh, ce côté rester toujours en prise, toujours pédaler, toujours pédaler, toujours pédaler, parce que c'est on va dire un de tes axes d'amélioration où tu peux avoir tendance à te laisser, voilà, à te laisser un peu Roue libre, ouais. ouais, en roue libre et ça, mine de rien, ça, ça change pas mal de choses au niveau physiologique. Ouais, donc effectivement, il va y avoir beaucoup plus de zone 3. Ouais, sweet spot, tout ça, parce que c'est des trucs que je fais pas trop de base. Je suis très très endurant, mais j'ai développé mon endurance parce que je fais de la zone 1, de la zone 2, surtout de la zone 1. Tu regardes mes sorties, c'est du pépère, pépère. Mais c'est vrai que du coup, derrière, je vais polariser et je vais faire soit je vais faire ouais, de l'équivalent FTP, donc allure semi et plus rapide, quoi. Mais je vais souvent pas faire ce qui est entre deux, ce qui va être mon seuil de 3 heures, ce qui va être de l'allure marathon. Ouais, c'est vrai que je vais rarement le faire. Donc là, on va chercher à en faire beaucoup plus et même avoir des sorties d'endurance. Au final, je vais faire plus de qualité aussi parce que ça va être des qualités plus faciles, entre guillemets. Après, je vais essayer toujours d'entretenir ma PMA parce que ça, c'est un facteur que je peux développer. Je suis pas quelqu'un de fort de base, mais on peut pas tout faire en même temps. De la même façon, donc clairement, la priorité, ça va être du sweet spot, des trucs que je fais pas trop au final hors compétition. Ouais, c'est ça. Et des petits disclaimers pour les gens qui regardent. Tu peux te le permettre parce que justement, tu as, t'as cette base d'endurance qui va te permettre Mm. d'encaisser ce volume en sweet spot et qui te permet, voilà, qui va te permettre de progresser, de récupérer entre les séances. Mais parce que derrière, tu as cette base, cette endurance fondamentale qui a été construite et bâtie intelligemment pendant des mois, des mois et des mois. Ouais, c'est sûr que c'est un point à mentionner. C'est vrai que bon, bah, là, par exemple, je suis en la semaine écoulée. Là, on est le 5 janvier quand on enregistre. La semaine écoulée, je suis en reprise, je fais 14 heures et j'ai pas l'impression de vendre un rein pour ça, quoi. Hmm. C'est vraiment une semaine. Bon, évidemment, il faut de l'organisation et c'est pas simple, mais au niveau de la fatigue, 14 heures limite, j'ai pas assez de fatigue pour bien dormir le soir. Donc là, effectivement, on va aller chercher un bon volume quand même, parce qu'on va naviguer entre 16 et 20 heures, je pense. Donc 20 heures, ça va être un peu au-dessus de mon volume habituel, mais en allant au creux de la vague, au sommet de la vague, je pense qu'on va trouver un équilibre et je vais pouvoir faire des séances correctement. Mais effectivement, j'ai passé un cap, parce que là, ça fait 1 an et demi que j'ai repris sérieusement. En gros, fin 2021, 2022, jusqu'à mi-2023, je me suis entraîné sérieusement, mais surtout en athlée. Donc je me suis retrouvé, j'ai collectionné les semaines à 100, 110, 120 bornes. Je suis monté jusqu'à 140 bornes, donc je faisais quand même des semaines à plus de 10 heures. Après, j'ai eu un creux d'environ 1 an, bon, fin d'études, tout ça. Et j'ai repris, ouais, fin de, ouais, j'ai repris courant 2024, quoi, milieu 2024. Et je me souviens, je rentrais d'une sortie d'1 heure et demie, quoi, en 2024, quand j'ai repris, j'étais fatigué, tu vois, je faisais une sortie de vélo d'1 heure et demie, j'étais un petit peu fatigué.
Et là, je vois que en fin de saison dernière et sur cette saison, il y a des moments où je fais des sorties de 3 heures, j'ai aucune fatigue, quoi, mais zéro fatigue. Bon, évidemment, le ravito, ça joue aussi. Je me ravitaille mieux, pas forcément toujours des sucres, hein, parce que ça, c'est le gros sujet, ça, on peut en parler des heures. Aujourd'hui, comment le sucre est au cœur de tout, mais entre le fait de me ravitailler quand même plus en glucides et de me aussi faire attention à mes lipides, de faire attention à mes micronutriments et tout, bah, aujourd'hui, ouais, clairement, tu me fais faire des sorties de 3 heures, j'ai pas de fatigue en fait. Mm. Peut-être petite fatigue mentale si tu me fais faire 3 heures tous les jours parce que c'est long, mais, euh, mais clairement, ouais, j'ai pas de fatigue et ça va permettre de caler des bonnes séances parce que si je galérais à faire 1 heure et demie, comme je l'ai fait, comme c'était en reprise il y a 1 an et demi, je ferais pas, admettons, une séance de 3 fois 15 minutes au sweet spot. Enfin, j'ai grossi Ouais, le bah, trait, c'est hein, clair. mais ouais, c'est vrai que T'aurais- c'est un point auquel j'ai pas pensé, mais qui est tout à fait véridique. Donc là, on va être sur un bon volume et ça va permettre de travailler en qualité. Et ça va permettre aussi, bah, je vais pouvoir mettre plus de sorties longues que ce que j'ai l'habitude de faire. Donc Mm. mon facteur d'endurance, je vais bien le maintenir, voire je vais l'améliorer. Et Ouais, ça, c'est super intéressant parce que j'ai déjà, sur du 3-4 heures, je suis déjà très optimisé quoi. Au niveau endurance. Mon 1 heure et mon 3-4 heures, il y a peu de différence et c'est déjà quelque chose de très positif. Et du coup, quand on parle de 1 heure, quand on parle de 3-4 heures, on parle forcément de 2 watts de FTP. mm. Euh, Moi, mon objectif, je me suis fixé d'atteindre environ entre grand minimum 330 watts de FTP, mais j'aimerais bien aller chercher 350, 360, voire 370 si jamais je suis levé du bon pied. La saison dernière, bon, j'ai pas fait un test FTP dans des conditions extérieures idéales et tout. J'ai fait qu'en intérieur. Mais en gros, sur une sortie de 4 heures, ouais, de 4h30, 5 heures en zone 3, j'avais réussi à taper du 300 watts. Donc à peu près ce que j'avais fait en intérieur. Sauf qu'en intérieur, je l'avais fait d'une traite et là, c'était vraiment Mm. dans une sortie. Donc je pense qu'à mon avis, sur, euh, sur 1 heure, j'étais capable de faire 310 watts peut-être à bloc. Est-ce que tu penses que mini 330 watts, donc au moins un gain de 20 watts, c'est possible? Est-ce que Bah déjà, par rapport à à l'année dernière, il y a un facteur, mine de rien, qui est rentré en ligne de compte, c'est le renfort musculaire que tu fais toutes les semaines et sur lequel tu as progressé de manière assez importante. Et ça, mine de rien, bah, pour produire des watts, il faut de la force. Et ta force, tu l'as augmentée. À ma connaissance, la cadence n'a pas baissé. Donc déjà, en termes de potentiel musculaire, tu as eu une grosse croissance. Euh, et ce potentiel, ben là, justement, tu vas pouvoir l'utiliser sur ces nouvelles séances aussi, sur les séances sweet spot, etc. Et je pense que c'est clairement ça qui va te faire gravir les échelons au niveau, euh, au niveau de la puissance. Et globalement, en fait, tu vas venir récolter les fruits du boulot de la première partie de saison, du grand macro-cycle là que tu as fait. C'est-à-dire beaucoup d'endurance fondamentale, du renfort, quelques séances aussi à FTP, voire un peu plus, la course à pied. Et tout ça va venir converger au final vers ton objectif. Et honnêtement, voilà, les 330 watts, voire 350, voilà, c'est largement dans tes cordes. ok, ouais, ouais. Ben, moi j'espère en tout cas 330 watts, ça me paraît possible, surtout que je vais avoir encore plus de régularité que la saison dernière. Alors c'était un petit peu haché là sur cette fin de premier mésocycle. Ouais, on va dire que c'est un mésocycle ma première moitié de saison, parce que bon voilà, il y a eu les fêtes, tout ça, mais globalement j'ai quand même maintenu un volume supérieur que la saison précédente. Là, je vais maintenir le même volume, mais de façon plus régulière, plus constante. Donc c'est quelque chose auquel je pense y arriver. Puis je vais bouffer beaucoup de gravel pour bien maîtriser la technicité. Après, j'ai pas trop de problèmes sur mon gravel. Franchement, ça n'a jamais été un problème. Maintenant, je pense que la grande inconnue, ça reste quand même l'expérience de course. Parce que voilà, j'ai jamais couru en élite. Euh, bon, j'ai fait pas mal de cyclocross, pas mal de routes, mais c'est pas du gravel. J'ai fait peu de gravel en compétition. Donc ouais, la grosse différence, ça va être savoir sentir la course et passer à travers les pépins aussi. Parce que, mine de rien, tu regardes par exemple les derniers championnats du monde de gravel, tu remontes le top 50 par la fin et les abandons. Tu vois Tibor Del Grosso, qui est un des meilleurs cyclocrossmen actuellement. Tu vois Romain Bardet, tu vois Laurent Zweig de mémoire, qui est un des meilleurs cyclocrossmen aussi. Et en fait, c'est pas parce qu'ils sont nuls, c'est parce qu'ils ont eu des pépins techniques. Et tu te dis, bon, faut aussi passer à travers les gouttes, quoi. Je pense qu'il y a une forme de maîtrise de ton vélo. Évidemment, si tu maîtrises très bien ton vélo,
tu as moins de chances de crever. Mais bon, quand là, j'ai cité 2 cyclocrossman sur 3 personnes, je pense qu'eux, ils maîtrisent mieux leur vélo que moi. Donc je pense que ça va être peut-être au final la composante la plus incertaine. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, et d'un autre côté, c'est des gens qui, à mon sens, eux, leur but, c'est pas leur but, c'est de gagner. Globalement, s'ils se présentent, c'est pour gagner ou faire un top 5, top 10. Et donc, ils doivent faire des choix aussi techniques sur le vélo qui sont extrêmes et donc qui poussent peut-être à plus de fragilité. Tu peux pas, enfin, en vélo, tu as toujours cet équilibre. Est-ce que je la joue Ouais. plus safe? C'est un peu plus lourd. Peut-être que je perds un petit peu en termes de vitesse. Ou alors, est-ce que je la joue all out, enfin all in et je dis, bon, bah, ça passe ou ça casse. Mais par contre, si ça passe, je peux gagner. Et dans ton cas, la question se pose au final. Et Ouais, c'est non, mais un choix à faire de manière délibérée. et c'est vrai que moi j'ai déjà eu des éclairages la saison dernière parce que la Coupe du Monde de gravel de Marly que je vais refaire cette saison, je suis parti avec des pneus semi-slick, voire plus slick que cranté, hein, Mm. en 35, et j'ai regretté mon choix parce que je me suis dit bah c'est bien, je vais pouvoir aller plus vite. Et ok, ça allait plus vite, sauf que quand on a commencé à arriver dans les chemins avec vraiment des épingles ou des trucs comme ça, bah, j'avais régulièrement des pertes d'adhérence aux vitesses où on passait en fait. Et Mm. c'est ça qui a fait que j'ai pas fini la course parce que on arrivait dans des descentes, j'avais des épingles, des virages où ça relançait fort et on pouvait pas se permettre de passer les mains sur les freins. Ben, je perdais l'adhérence et je me suis dit ça sert à rien si c'est pour que j'aille me planter dans un buisson Mm. pour finir 150e, ça en vaut pas la peine. Donc effectivement, ça c'est un vrai point que tu mentionnes. Et surtout sous fatigue, hein. C'est-à-dire que ce que tu es capable de faire de manière pleinement lucide, techniquement, bah, on va dire que tu perds peut-être 20-30%, peut-être même 50% de tes capacités techniques. Donc il faut aussi être capable d'avoir un matériel qui te soutienne et qui te permette d'être relâché, moins crispé, donc un peu plus lucide et garder ton énergie pour produire de la puissance. Ouais, totalement, totalement. Ça, c'est un vrai point. Et là, cette saison, j'ai fait du cyclocross et on s'en rend particulièrement compte en cyclocross parce que si t'as pas le dos très solide, déjà au bout de 30 minutes, tu as le dos en pièces détachées. Ça m'est arrivé une fois cette saison sur une course où j'ai vraiment roulé fort. Je crois que j'ai fini 7e, un truc comme ça. À la fin, tu as le dos, tu fais oh là là, je vais avoir besoin d'étirement là. Et puis tu sens qu'il y a des choses qui passaient mieux en début de course et qui passent plus sur la fin, sur la fatigue. Techniquement, par exemple, je me souviens il y avait un passage où en gros, il fallait rouler fort, fort, fort parce que sinon, tu étais trop secoué, un petit peu comme du pavé. À la Mm. fin, tu n'arrives plus à rouler fort et en plus, non seulement tu roules pas fort, mais en plus, tu prends les mauvaises trajectoires dans tes virages et tout ça. Alors Mm. que c'est des trucs, c'est du b.a.-ba en fait, de prendre un virage correctement. Bon, évidemment, je suis pas le meilleur cyclocrossman, très loin de là, sauf quand il y a beaucoup de sections à pied, beaucoup de dénivelé. Mais ouais, c'est vrai que c'est un gros point et sur une course de gravel, ça va être d'autant plus vrai que ta première heure, tu l'as fait pas loin de ton maximum pour une course comme ça. Mm. Mm. Ouais, bien Totalement. sûr, non, mais c'est pour ça que le travail technique est important, mais ouais, le choix du matos, il se réfléchit. Et comme tu l'as dit, hein, au final, ça peut être une course où mine de rien, ça s'élimine par le bas. Peut-être que la stratégie, c'est justement déjà de mettre tout en œuvre pour pas se faire éliminer. Le matos, ça en fait partie. Bien partir, forcément, ben, ça en fait partie au vu du début de la course qui est super violent. Et déjà, tu vois, si tu as deux, trois éléments comme ça sur lesquels miser, bah, ça te met dans de bonnes conditions après pour la suite. Ouais, ouais, non, mais ouais, effectivement. Et ce qui va être intéressant, je pense, un point aussi d'amélioration, c'est il va falloir que je me débride au niveau de rouler en peloton. Parce que, en fait, je suis pas gêné à rouler en peloton, mais j'ai pas pris les réflexes de frotter. Parce qu'en fait, sur route, comme moi, la route, c'est que de l'entraînement, et c'est ce que j'ai surtout fait en compétition, je me mets toujours en queue de peloton, et je me dis, bon, au pire, comme ça, c'est bien, je suis les relance, ça fait du travail gratuit. Et le truc, c'est que l'an dernier, tu vois, en gravel, j'ai pas osé trop frotter, ce qui est un peu ridicule, parce que si tu frottes pas en gravel, t'es Mm. coincé. Alors que c'est vraiment psychologique, en fait. Je suis arrivé, je me suis dit, ouais, mais j'ai pas l'habitude de faire du gravel, je vais pas faire le malin qui frotte. Alors qu'un mois avant, je faisais la cyclo Paris-Roubaix, et je suis parti avec le genre de gars, bon, moi je l'ai pas fait, hein, parce que c'est hyper dangereux, mais le genre de gars qui prend des ronds-points à contresens et tout, parce que les routes sont pas fermées, ils en ont rien Mm. à foutre. En fait, pour les suivre, ces gars-là, t'es obligé de frotter super fort, t'es obligé de relancer beaucoup. Et Paris-Roubaix, moi, c'est mon, comment dire, c'est mon jardin, quoi. C'est-à-dire que les pavés, limite, il se passe pas un mois sans que je fasse des pavés.
En fait, j'étais à l'aise pour frotter, même sur les pavés, je frottais, je doublais, je prenais des chemins plus compliqués parce que quand tu quittes le haut du pavé, c'est un petit peu, t'es vachement tributaire. Bon, au final, j'ai eu une chute, ma première chute sur pavé d'ailleurs, depuis que je roule. Mais j'étais hyper débridé parce que je me sentais à l'aise, j'étais chez moi, les pavés, c'est mon truc, tu vois. Et même sur le Tour des Flandres, j'avais pas peur de frotter. Alors que je suis arrivé sur la Coupe du Monde du gravel, je me suis dit, ah ouais, mais je suis pas à ma place, il faut pas que je frotte trop parce qu'il y a des gens, ils vont mieux piloter que moi. Ce qui n'est pas forcément vrai, en fait, au final. Je ne vais pas dire que je suis le meilleur pilote, évidemment, mais je pense que là, ce qui va être important, ça va être que je me débride au niveau pour frotter, parce que frotter, ça va être essentiel au début pour bien se placer. Et là, Ouais. peut-être que l'avantage, c'est que comme on part au pied du Coberg, au début, frotter, ça va consister à frotter sur route, ce qui est encore plus facile. Parce qu'en Mm. gravel, le désavantage d'en frotter, c'est que tu vois pas, t'as pas toujours la trace déjà de la compétition, même si en général tu l'as. Et s'il fait beau et qu'il y a de la poussière, tu vois pas à 20 Ouais. mètres. Donc tu sais, Ouais, tu c'est ça. frottes, mais à tout moment, tu finis dans le fossé parce qu'il y a l'ornière que tu prends, qui est sur l'extrême droite de la route ou sur l'extrême gauche, elle est, comment dire, elle finit dans un fossé, quoi. Mm, mm. Ouais, non, mais c'est clair. Et d'un côté, se faire confiance et faire confiance à tes réflexes, parce que mine de rien, là, dans ces moments-là, si tu dois rattraper un petit, voilà, une mauvaise appréciation du terrain, bah, globalement, c'est tes réflexes. Les réflexes, tu les bosses quasi tous les jours quand tu es sur le vélo. Et, et après, ouais, ouais, bah, ne pas hésiter à jouer des coups dans le sens où si tu es là, c'est que tu as ta place. Donc maintenant, c'est entre guillemets chacun pour soi et t'es pas moins légitime qu'un autre à aller frotter, quoi. Non, mais ouais, totalement. Et surtout qu'au final, c'est quelque chose que je sais faire. Enfin, encore une fois, sur Paris-Roubaix, j'ai frotté, mais carrément épaule contre épaule. Parce que Mm. il y a des gars, ils se rabattent sur toi parce qu'ils voient une voiture en face. Les mecs, ils roulent en contresens, ils voient une voiture en face, ils se rabattent sur toi. Ou alors, Ouais. à l'entrée du pavé, ils veulent absolument frotter. Sur Paris-Roubaix, vraiment, c'est pas le genre de truc que je fais habituellement, hein, mais j'ai frotté plusieurs fois épaule contre épaule et je m'en foutais, en fait. Alors, c'est un Mm. compliment de gravel, je me suis dit, oulala, attention, là, c'est différent. Mais en fait, c'est pas différent. T'es sur ton vélo, c'est une course et c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, Totalement, tu es totalement. là pour perfer au maximum, comme tout le monde. Et donc, tu dois avoir l'état d'esprit aussi qui va avec. Tu as ta place, tu es là et tu fais ce que tu as à faire, hein. Ça fait partie du jeu, quoi. Totalement. Non, mais ouais, ouais. Bah, nickel, hein, on a pas mal discuté.